bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous vous entraînons dans le passé afin de favoriser votre endormissement. N'oubliez pas de vous abonner et de donner un pouce en l'air dès maintenant, car à l'issue de la lecture, vous serez profondément plongé dans le sommeil. Fermez les yeux, l'histoire commence dès à présent. L'époque de la Renaissance est marquée par d'importantes découvertes, des créations brillantes et des idéaux élevés. Toutefois, derrière les somptueuses façades des palais, les élégantes cathédrales et les chefs-d'œuvre artistiques résident des secrets obscurs qui peuvent encore aujourd'hui choquer notre imagination. Dans le récit de cette période, aucune famille n'est plus scandaleuse, menaçante et fascinante que les Borgia. Leur nom est devenu synonyme d'une ambition insatiable et d'un incroyable luxe, symbole de cruauté, cynisme et immoralité. Ils n'hésitaient à recourir à tous les moyens, empoisonner un ennemi ou un proche, sacrifier leur propre fille pour gagner davantage, organiser des orgies somptueuses dans les appartements papaux du Vatican et utiliser l'Église comme outil d'enrichissement personnel. Ils étaient à la fois détestés, craints et secrètement admirés. L'histoire des Borgia est un kaléidoscope de passion et d'intrigues, agrémenté de trahison et de meurtres sanglants, d'amour et de plaisirs indécents. C'est le témoignage de quelques individus ayant profondément marqué l'Europe, dont on parle encore 5 siècles plus tard. Et c'est ce que nous allons examiner maintenant. Préparez-vous à plonger dans la véritable histoire de la famille la plus controversée de la Renaissance. L'histoire de la célèbre famille Borgia débute bien avant qu'elle ne devienne le symbole des scandales et de la cruauté. À cette époque, il s'appelait encore Borja, du nom d'une petite ville du royaume d'Aragon, près de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne moderne. Les premières traces documentées de la famille Borja remontent à la première moitié du XVe siècle, vers 1230. À cette époque, elle ne dispose que d'une noblesse modeste, possédant de petites parcelles de terre, des vignobles et des oliveraies, autour de leur château ancestral. Ils mènent une existence relativement paisible, évitant les conflits majeurs et les événements politiques décisifs. Les membres de la lignée Say Borja servaient les rois d'Aragon en tant que petits fonctionnaires, collecteurs d'impôts, militaires ou administrateurs. À cette époque, leur fortune était encore assez modeste et leurs ambitions se limitaient principalement au désir de conserver les biens qu'ils détenaient déjà, tout en augmentant progressivement leur influence par un service assidu envers leurs supérieurs. Au fil des siècles 10 et 11, grâce à leur prudence et à leur capacité de négociation, les Borgia ont légèrement renforcé leur position, élargissant leurs possessions et accumulant un certain capital, ainsi qu'une réputation auprès de la noblesse locale. Malgré cela, pendant plus d'un siècle, la famille est restée dans l'ombre des lignées plus influentes d'Aragon. La situation a commencé à évoluer seulement à la fin du XVe siècle, lorsque les membres d'une nouvelle génération de la famille Borja ont commencé à s'aventurer en dehors de leur Aragon natal, ouvrant ainsi des horizons et des possibilités inédites pour la lignée. C'est à ce moment-là, en 1378, qu'est né celui qui allait changer le destin de toute la famille et transformer cette modeste lignée aragonaise en un clan Borgia reconnu dans toute l'Europe. Cet homme n'était autre qu'Alfonso de Borja, le futur pape Calixte II. Dès son plus jeune âge, Alfonso a manifesté d'incroyables aptitudes pour les études et les activités intellectuelles, ce qui lui a permis de recevoir une formation juridique brillante. Sa carrière a rapidement pris son envol. D'abord,
il est devenu un juriste de renom. Puis, grâce à ses talents diplomatiques, il a été appelé au service de la cour du roi Alfonso d'Aragon. Le monarque a confié au jeune Alfonso de Borja des affaires de grande importance, ainsi que des missions diplomatiques, l'envoyant défendre ses intérêts à Naples. C'est là qu'Alfonso a eu l'occasion de se faire remarquer pour la première fois sur la scène internationale. À Naples, il parvint à obtenir la reconnaissance et la confiance des représentants les plus influents du pouvoir laïque et ecclésiastique, montrant une maîtrise exceptionnelle des intrigues politiques et une capacité à résoudre les questions les plus complexes, tout en maximisant les avantages pour lui-même et son protecteur. C'est en étant en Italie, à ce moment-là, que le nom espagnol Borgia a progressivement commencé à acquérir une nouvelle résonance, plus familière aux Italiens. Borgia. Ce changement de nom était courant à l'époque, les Italiens n'ayant des difficultés à prononcer les noms étrangers et s'efforçant de les adapter à leurs propres habitudes linguistiques. Au départ, il s'agissait d'une simple formalité, mais avec le temps, le nouveau nom a été solidement ancré dans l'environnement italien, aidant la famille à s'établir de manière définitive dans cette nouvelle réalité, désormais italienne. Lorsque le pape Nicolas Ier est décédé en mars 1455, une lutte acharnée pour le trône papal a éclaté au Vatican. En jeu se trouvait la plus haute autorité spirituelle en Europe, d'énormes sommes d'argent, une influence politique et la possibilité de promouvoir ses propres intérêts. Les cardinaux réunis en conclave devaient prendre une décision qui pourrait façonner le destin du monde catholique pour de nombreuses années suivantes. Alfonso Borgia est arrivé à ce moment de sa vie avec une prudence remarquable et une grande circonspection. À cette époque, il était déjà un homme âgé de 76 ans, et de nombreux cardinaux le voyaient comme une figure temporaire, un compromis pratique, un homme qu'ils pensaient incapable de conserver le pouvoir longtemps et qui ne serait qu'un pape de transition. Cependant, il était reconnu au Vatican pour sa sagesse, son talent diplomatique et sa réputation irréprochable. Pourtant, peu comprenaient que derrière l'apparence du sage vieux homme se cachait un homme politique extrêmement astucieux et ambitieux, capable de tisser des intrigues avec habileté. Le conclave a duré 3 jours et s'est tenu dans une atmosphère de confidentialité absolue et de tension. Pour garantir son élection, Alfonso Borgia et ses partisans ont habilement employé des manœuvres diplomatiques, des négociations secrètes et des promesses de postes lucratifs, de biens fonciers et de privilèges. Il a su obtenir le soutien de cardinaux influents italiens et espagnols, leur offrant des postes importants au sein de la curie papale, ainsi que des bénéfices matériels considérables. De telles méthodes étaient couramment utilisées à l'époque et lui ont permis d'amasser le nombre de voix requis. De surcroît, Alfonso a mené ses actions avec une telle prudence et ruse qu'il était impossible de l'accuser publiquement de transgresser des règles ecclésiastiques. En plus de faire des promesses personnelles, Alfonso Borgia a habilement exploité trouver le thème populaire à cette époque d'une croisade contre les Turcs, qui avaient conquis Constantinople en 1453. Il a déclaré publiquement que s'il devenait pape, il consacrerait toutes les forces et ressources de l'Église catholique à la lutte contre les Ottomans et à la libération de Constantinople. Ces déclarations percutantes ont eu un fort impact sur les cardinaux, qui ont beaucoup d'entre eux cru en la sincérité des intentions du futur pape. Enfin, le 8 avril 1455, après des manœuvres complexes et des négociations en privé, les cardinaux l'ont élu nouveau pape sous le nom de Calixte II.
Ce jour-là est devenu un triomphe pour toute la famille Borgia, car, pour la première fois, un de ses membres atteignait le sommet du monde catholique. Cependant, il est vite devenu évident que toutes les nobles promesses du nouveau pape n'étaient que des paroles en l'air. La croisade annoncée s'est réduite à un simple événement formel. Calixte s'est contenu à faire de grandes déclarations et à collecter des fonds, dont une grande partie n'a jamais quitté Rome et a été utilisée pour les besoins personnels du pape et de son entourage. Le mécontentement en Europe grandissait de mois en mois. Cependant, Borgia ignorerait impassiblement les critiques tout en se concentrant sur d'autres questions qui revêtaient une plus grande importance pour lui personnellement. Devenu pape, il a presque immédiatement commencé à agir comme si sa principale responsabilité n'était plus tant le service de Dieu et de l'Église que la promotion des intérêts de sa famille. L'une de ses premières décisions a été de nommer des membres de sa famille proches à des postes ecclésiastiques élevés et de leur accorder des terres lucratives ainsi que des fonctions. La vente ouverte de postes élevés contre de l'argent paraissait particulièrement audacieuse. Tout titre de cardinal, toute fonction ecclésiastique lucrative ou tout domaine pouvait être et obtenu pour une somme considérable. Les scandales liés à cette pratique choquaient même les cardinaux et la noblesse ecclésiastique, habituée à de nombreuses controverses. Ce type de commerce a permis à des individus totalement inappropriés sur le plan moral, en termes de connaissances ou même d'âge, d'accéder à des postes cruciaux dans le monde catholique. Les accusations de népotisme flagrant, qui impliquaient un favoritisme envers les membres de la famille, ainsi que la violation explicite des normes ecclésiastiques, étaient particulièrement retentissantes. La nomination du neveu préféré de Rodrigo Borgia comme cardinal en était la plus provocante. Au moment de sa désignation, Rodrigo n'avait à peine que 25 ans. Ce jeune homme, complètement novice dans les affaires ecclésiastiques, a obtenu un des postes les plus élevés et lucratifs uniquement en raison de son lien de parenté, provoquant indignation et mécontentement parmi de nombreux acteurs influents de l'Église. Pourtant, le pape n'accordait aucune importance aux accusations et aux scandales entourant ses choix. Au contraire, il poursuivait inébranlablement le renforcement du pouvoir et de l'influence de la famille Borgia, n'hésitant devant aucune mesure. Le Vatican faisait face pour la première fois à une promotion aussi ouverte et audacieuse des intérêts familiaux, posant ainsi les bases des scandales retentissants et des bouleversements qui allèrent secouer le monde catholique dans un avenir proche. Ainsi, comme nous le savons déjà, Rodrigo Borgia a été désigné cardinal en février 1456, à seulement 25 ans. Pour saisir à quel point cette nomination était exceptionnelle et provocante, même selon les normes de l'époque, il suffit de rappeler que l'âge moyen des cardinaux lors de l'obtention de ce titre se situait généralement autour de 45 ans. De nombreux cardinaux attendaient durant des années, voire des décennies, prouvant leur fidélité à l'Église et accumulant l'expérience nécessaire pour assumer un rôle aussi important. En conséquence, la nomination de Rodrigo, qui manquait totalement d'expérience ecclésiastique, a créé une tempête d'indignation parmi les autres cardinaux, habitués à justifier leurs droits à de tels postes élevés au fil du temps. Cependant, les scandales entourant le jeune Borgia ne s'arrêtaient pas là. Un an après le décès de l'influent cardinal Domenico Capranica, Rodrigo a acquis le poste essentiel et très lucratif de vice-chancelier de la Sainte Église. Cette décision a engendré encore plus d'indignation, car ce poste était convoité par des figures ecclésiastiques bien plus expérimentées et qualifiées. Ignorant les critiques,
le pape Calixte II a préféré son parent. Grâce à ce poste, Rodrigo a eu accès à d'énormes revenus ecclésiastiques, lui permettant d'adopter un style de vie exclusivement extravagant et de mépriser ouvertement toute contrainte morale traditionnellement associée à son rang de cardinal. Son attitude envers l'Église a toujours été exclusivement pragmatique. Il voyait la religion avant tout comme une source de richesse et de pouvoir, sans jamais chercher à se conformer aux idéaux spirituels, ni à maintenir ne serait-ce qu'une apparence de piété. Rapidement, Rodrigo est devenu célèbre à Rome pour ses fêtes interminables et ostentatoires. Son palais s'est imposé comme l'un des centres les plus luxueux et scandaleux de la noblesse romaine, attirant régulièrement des cardinaux influents, des aristocrates riches et les courtisanes les plus en vue de l'époque. Ses contemporains ont noté que ces festivités surpassaient toutes les limites de la décence, accompagnées d'orgies, de spectacles explicites et d'une consommation excessive de vin. Le cardinal Borgia n'encourageait pas seulement un tel comportement. Il se mêlait également activement à tous les plaisirs, se soucieux du tout de sa réputation. Parmi les nombreuses maîtresses de Rodrigo, Vanozza de Catanei tenait une place à part. C'était une femme intelligente, d'une beauté incroyable et célèbre à l'époque, qui a joué un rôle central dans la vie du cardinal pendant de nombreuses années. Leur liaison était longue, passionnée et extrêmement fructueuse. Vanozza a donné naissance à 4 enfants de Rodrigo, qu'il ne pouvait toutefois pas officiellement reconnaître comme les siens, malgré son amour et ses soins. Ils étaient donc présentés publiquement comme ses neveux et nièces. Le premier enfant, un fils nommé Giovanni, est né en 1474. Peu après, un autre fils, Cesare, vit le jour, suivi de sa fille Lucrèce, puis du plus jeune fils, Giuffre. Rodrigo veillait sur eux de manière ostentatoire, s'efforçant de leur garantir richesse, éducation de qualité et relations influentes, faisant tout pour que personne ne remette en question leur statut particulier à la cour. En ce qui concerne Vanozza elle-même, Rodrigo ne pouvait pas la présenter ouvertement à la société comme sa maîtresse. Il l'a donc fait passer pour l'épouse officielle de ses fidèles, orchestrant pour elle des mariages fictifs afin de donner une apparence de respectabilité à leur longue relation. Ainsi, Vanozza était officiellement considérée comme la femme de plusieurs hommes proches de Rodrigo, ce qui lui permettait de vivre leur liaison en toute tranquillité, sans craindre un jugement formel. Ses contemporains étaient frappés par l'audace avec laquelle le cardinal Borgia entretenait des relations avec des femmes et réalisait des transformations de ses appartements privés en palais Borgia au cœur de Rome, plutôt que de se consacrer à des plaisirs sans fin. Son cynisme et son mépris pour toutes les normes morales alimentaient l'indignation d'une partie des cardinaux, mais la majorité de la noblesse ecclésiastique préférait fermer les yeux, participant à ses festivités et recevant de généreux cadeaux de sa part. L'un des critiques les plus virulents du mode de vie de Rodrigo était l'influent cardinal Latina Arsini. Une intense animosité s'est installée entre Arsini et Borgia, accompagnée de nombreuses intrigues secrètes et de diffamations publiques. Arsini s'efforçait de discréditer son jeune rival en l'accusant d'immoralité et de mépris pour ses obligations ecclésiastiques. En réponse, Rodrigo a habilement répandu des rumeurs au sein de la cour papale concernant l'instabilité d'Arsini et ses intentions secrètes de comploter contre le pape, ce qui a gravement érodé l'influence et la réputation d'Arsini aux yeux de Calixte II et des autres cardinaux. Ce conflit a illustré à tout Rome qu'il valait mieux ne pas s'opposer ouvertement au jeune cardinal.
Ainsi, en peu de temps, le cardinal Rodrigo Borgia est devenu l'une des figures les plus influentes et controversées de Rome, alliant une impitoyabilité en politique à un mépris total pour la morale. Il est devenu le symbole de la débauche, des intrigues cruelles et d'une laxité qui ont marqué toute l'époque Borgia dans l'histoire du Vatican. Cependant, le véritable sommet de la carrière de Rodrigo Borgia fut son élection au poste de pape en août 1492, suite au décès du pape Innocent VII. Une lutte intense et féroce pour le trône papal a éclaté à nouveau au Vatican. À ce moment-là, Borgia était déjà le cardinal le plus influent et vice-chancelier de la Sainte Église, et il a décidé, sans le moindre scrupule, de se lancer dans ce combat, mettant en jeu toute sa fortune et son influence pour remporter la victoire au conclave. Le conclave, réunissant 23 cardinaux, se déroulait dans une ambiance d'intrigue, de manipulation et de corruption sans précédent. Rodrigo était pleinement conscient que dans la lutte pour le trône papal, tous les moyens étaient permis, et il n'hésitait devant rien. Son principal rival dans cette course pour le trône papal était l'influent et respecté cardinal Giuliano della Rovere, futur pape Jules II. Cet homme austère, inflexible et fermement déterminé à empêcher l'élection de Borgia à tout prix, jouissait d'une grande autorité parmi les cardinaux et bénéficiait d'un soutien considérable de la part de familles influentes. Pendant les jours des élections, des rumeurs circulaient activement à Rome selon lesquelles Rodrigo aurait dépensé des sommes colossales pour corrompre les cardinaux, offrant non seulement de l'argent, mais aussi de prestigieuses propriétés foncières, des évêchés et même des villes et des châteaux entiers. Les contemporains racontaient comment, la nuit, les serviteurs de Rodrigo transportèrent discrètement des sacs d'or et d'argent dans les chambres des cardinaux, influençant leur voix en faveur de Borgia. Certaines sources de l'époque mentionnent même des charrettes entières chargées de sacs de pièces d'or qui étaient transportés ouvertement vers les palais des cardinaux, laissant entendre qu'un généreux paiement serait fait pour leur soutien. Ce commerce flagrant et provocateur des voix choquait même des cardinaux habitués à bien des choses et discréditait définitivement l'Église aux yeux du peuple. Rodrigo soutenait tout particulièrement le cardinal Ascanio Sforza, représentant d'une puissante famille milanaise. D'après les récits des contemporains, Rodrigo a proposé à Sforza un large éventail de postes lucratifs, ainsi qu'une somme d'argent considérable pour obtenir son vote décisif et le soutien d'autres cardinaux. Ce geste s'est avéré décisif. Ascanio Sforza, figure influente, ayant reçu des promesses généreuses, a commencé à convaincre d'autres cardinaux indécis de se ranger aux côtés de Borgia. De plus, Rodrigo rémunérait généreusement de nombreux autres cardinaux, leur offrant des postes bien payés et promettant de protéger leurs intérêts après son élection. À cette époque, le Vatican ressemblait à un vaste marché où s'opérait une âpre négociation de postes et de privilèges. Certains cardinaux marchandaient littéralement leur voix, exigeant toujours davantage d'argent et de bénéfices. Rodrigo acceptait pratiquement toutes les conditions. Finalement, le 11 août 1492, Rodrigo Borgia fut élu pape, prenant le nom d'Alexandre VI. Le choix de ce nom par le nouveau pape était hautement symbolique. Alexandre le Grand était célèbre pour ses conquêtes et sa quête de pouvoir sur le monde connu. Et Rodrigo insinuait clairement que ses propres ambitions étaient à la hauteur de celles du conquérant macédonien. Dès que la nouvelle de son élection se propagea à Rome, parmi la population et les nobles, des débats et des indignations éclatèrent. Les gens étaient stupéfaits
par une telle vente manifeste de l'Église, et les cardinaux qui n'avaient pas reçu ce qui leur avait été promis exprimaient ouvertement leur déception et leur colère. On racontait qu'on pouvait entendre dans les rues une plaisanterie mordante. Rodrigo Borgia avait acheté le trône papal et devait maintenant rentabiliser son investissement. Ces rumeurs et commentaires sarcastiques nuisaient encore davantage à l'autorité de l'Église. Néanmoins, Alexandre VI resta parfaitement imperturbable. Il commença immédiatement, avec une détermination exceptionnelle, à distribuer les postes et les propriétés foncières promises à ses partisans. Ascanio Sforza, comme convenu, obtint des postes lucratifs et des terres, tandis que d'autres cardinaux ayant voté pour lui furent généreusement récompensés en or et en domaines prestigieux. Alexandre VI démontra ainsi à tous que toutes ses promesses, même les plus évidentes et intéressées, étaient honorées avec une précision absolue et sans aucune gêne. Devenu pape à 61 ans, Alexandre VI s'attela quasiment immédiatement et sans hésitation à mettre en œuvre ses plans pour l'élévation et l'enrichissement de sa propre famille. Sa première décision fut de nommer son fils aîné, le jeune Giovanni Borgia, âgé de 18 ans, duc de Gandhi et commandant en chef de l'armée papale. Ce poste était non seulement extrêmement prestigieux, mais également incroyablement rémunérateur, car il offrait un contrôle sur d'importants flux financiers de l'Église. Ensuite, Alexandre appela son deuxième fils, Cesare Borgia, tout juste âgé de 17 ans, archevêque de Valence, puis cardinal, enfreignant ainsi les règles ecclésiastiques habituelles et provoquant l'indignation du clergé. Lucrèce Borgia, sa fille chérie, devint une figure centrale dans les ambitions dynastiques de la famille. Déjà à 13 ans, son père la maria à Giovanni Sforza, représentant d'une influente lignée milanaise, afin de renforcer l'alliance avec cette famille puissante. Le mariage de Lucrèce Borgia et de Giovanni Sforza était, dès le départ, un pur calcul politique d'Alexandre VI. Grâce à cette alliance, le pape cherchait à renforcer ses relations avec la puissante famille milanaise, à solidifier la position des Borgia dans le nord de l'Italie et à exercer une influence sur les processus politiques clés de la région. Cependant, après quelques années, Alexandre VI changea totalement de cap et estima que l'alliance avec les Sforza n'était plus avantageuse pour ses ambitions futures. À ce moment-là, l'équilibre politique en Italie avait évolué et il était plus bénéfique pour le pape de marier sa fille à un autre allié aux perspectives plus prometteuses. Alexandre prit alors sans hésitation la décision d'annuler le mariage. Pour justifier officiellement le divorce, le pape choisit une raison absurde et humiliante pour Giovanni Sforza. Il affirmait que le mari de Lucrèce souffrait d'impuissance et que le mariage n'avait pas été consommé. Giovanni Sforza protesta vigoureusement, soutenant qu'il s'agissait de mensonges et de calomnies. Il accusait publiquement Alexandre de vouloir simplement l'utiliser avant de s'en débarrasser une fois que ses besoins seraient satisfaits. Néanmoins, le pape demeura inflexible. Giovanni fut contraint de confirmer officiellement son incapacité à avoir des enfants. Après quoi, humilié et dépouillé de son statut, il fut renvoyé dans sa ville natale de Pise. Pour financer ses dépenses colossales, Alexandre VI se mit immédiatement à vendre des postes de cardinaux, d'évêques et d'autres hauts dignitaires ecclésiastiques. Sans dissimuler cette pratique aux yeux du public, le prix de la chape cardinalice, sous son pontificat, atteignait jusqu'à 30 000 ducats,
une somme considérable à l'époque. Il s'engageait également activement dans le commerce des pardons des péchés et des indulgences, ce qui minait encore davantage l'autorité de l'Église. Le cynisme particulier tenait au fait qu'Alexandre commença à vendre non seulement des indulgences ordinaires pour des péchés déjà commis, mais aussi des indulgences anticipées, offrant ainsi le pardon pour des péchés que l'on prévoyait de commettre à l'avenir. Ces indulgences attiraient l'attention des personnes riches qui planifiaient à l'avance diverses actions douteuses, y compris des meurtres et des vols. Cela soulevait un mépris et une indignation ouverts au sein de la société et parmi de nombreux membres du clergé qui considéraient un tel comportement comme un signe flagrant de la dégradation de l'institution papale. Les revenus financiers du trône papal étaient redistribués au profit des Borgia, tandis qu'une partie de l'argent était consacrée à l'acquisition de nouvelles terres et à la construction de palais somptueux. Une autre caractéristique marquante de son règne fut un gaspillage extravagant. Les palais et résidences papaux, y compris la résidence officielle au Vatican, se transformèrent rapidement en centres de luxe que l'on n'aurait jamais imaginé auparavant. Alexandre commença à réaménager ses appartements personnels, les enrichissant d'œuvres d'art et de meubles coûteux, embellissant les intérieurs avec de l'or et des pierres précieuses. Il engageait les meilleurs artistes, artisans et architectes, visant à surpasser en opulence et en magnificence tous ses prédécesseurs. Ce luxe était accompagné d'une débâcle manifeste au Vatican. Alexandre VI tenait des fêtes somptueuses. Pendant ces célébrations, les appartements papaux et les jardins étaient envahis par des centaines d'invités. Les tables débordaient de plats exotiques et de vins, tandis qu'un flot incessant de boissons de luxe circulait, accompagné de représentations théâtrales à caractère érotique. D'après les témoignages, au cœur des festivités, de véritables orgies se déroulaient dans les salles privées du Vatican, impliquant cardinaux, aristocrates et courtisanes. Alexandre VI participant activement sans se soucier de sa réputation. De telles fêtes se succédaient régulièrement, engendrant scandale après scandale. Les ambassadeurs européens et le clergé exprimaient ouvertement leur choc et leur mépris, qualifiant ce qui se déroulait au Vatican de nouveau Sodome et Gomorrhe. Un contemporain, le chroniqueur Johann Burckhardt, décrivait ces événements avec précision, soulignant qu'un tel déclin des mœurs et une telle débauche publique n'avaient jamais été observés à Rome tout au long de son histoire. Sous Alexandre VI, le Vatican avait totalement perdu tout repère moral, se transformant en un lieu de décadence morale absolue. La réputation d'Alexandre VI prit rapidement une tournure scandaleuse, se répandant bien au-delà des frontières de l'Italie. Malgré les indignations et les protestations de nombreux hauts dignitaires ecclésiastiques et monarques européens, le pape Borgia ne comptait pas changer sa façon de vivre et continuait à s'entourer de luxe, de plaisir et de pouvoir, affichant un mépris affiché pour toute norme morale. Parmi les nombreux scandales de l'époque d'Alexandre VI, le célèbre bal Chastan occupe une place particulière. Cet événement est devenu non seulement un symbole de la débauche de la famille Borgia, mais également l'incarnation de la dégradation morale de tout le Vatican. Dans la nuit du 31 octobre 1500, veille de la Toussaint, un grand festin se déroula dans les appartements papaux, devenant l'une des orgies les plus commentées de l'époque de la Renaissance. La soirée débuta par un banquet somptueux auquel assistèrent les cardinaux les plus influents, des représentants de familles nobles et des proches du pape. Les tables ployaient sous des vins coûteux, des plats exotiques
et des douceurs provenant des 4 coins de l'Europe. Toutefois, très rapidement, le festin se muait en une débauche manifeste. Selon les écrits du maître de cérémonie du Vatican, Meister, et Danian Burkhardt, témoins de ces événements, après le banquet, plusieurs dizaines des courtisanes les plus belles et onéreuses de Rome furent conviées dans la salle. Elles apparaissaient complètement nues et commencèrent à se traîner à 4 pattes sur le sol, ramassant des châtaignes éparpillées. De plus, d'après les témoignages, les jeunes femmes ne prenaient pas les châtaignes avec leurs mains, mais uniquement avec leurs organes génitaux, conférant à cette distraction un caractère particulièrement indécent. Tout cela se déroulait sous les rires et les acclamations d'Alexandre VI et de son fils César, qui faisaient eux-mêmes tomber les châtaignes au sol. Les cardinaux et les aristocrates assistaient à la scène, choisissant des jeunes femmes pour prolonger la soirée. Le divertissement évolua rapidement en une orgie ouverte et sans retenue. Les invités, y compris des cardinaux haut placés, rivalisaient, faisant étalage de leur virilité et de leur endurance devant le pape et ses enfants, selon les témoignages. Pour chaque acte sexuel accompli, les hommes étaient récompensés par une châtaigne, et le vainqueur de l'orgie était celui qui en avait accumulé le plus à la fin de la soirée. Alexandre VI observait personnellement la scène avec un plaisir évident et une approbation sans fausse honte. Selon certains témoignages, les enfants du pape, César et Lucrèce, prenaient part activement à cette fête, ce qui choqua encore davantage leurs contemporains. Cet événement engendra les rumeurs les plus scandaleuses concernant des relations incestueuses au sein de la famille Borgia. À Rome, on parlait d'une liaison prohibée entre César et sa sœur Lucrèce, et certains accusaient même Alexandre VI d'en être le responsable. Bien qu'aucune preuve directe de ces accusations n'ait été retenue, les rumeurs elles-mêmes ont pour toujours attribué à la famille une réputation de symbole de décomposition morale extrême. Les historiens contemporains discutent encore de la véracité de ces accusations d'inceste. Certains chercheurs considèrent ces histoires comme de pures exagérations et calomnies, nourries par la jalousie et la haine envers les tout-puissants Borgia. D'autres estiment que de telles relations ont pu se produire, compte tenu de l'atmosphère de totale permissivité et de l'absence de repères moraux au sein du palais papal d'Alexandre VI. Quoi qu'il en soit, le bal des châtaignes est devenu le symbole emblématique de la profonde déchéance morale, non seulement de la famille Borgia, mais également de l'ensemble de l'Église catholique à cette époque. L'information concernant cette fête se diffusa instantanément à travers toute l'Europe. Les imprimeurs, les prédicateurs et les ambassadeurs des cours européennes exprimèrent ouvertement leur indignation, qualifiant Alexandre d'antéchrist sur le saint trône. Les conséquences de cet événement sur sa réputation furent catastrophiques. Si auparavant le comportement immoral d'Alexandre et de ses enfants était considéré comme des vices personnels, après le bal des châtaignes, l'autorité morale de l'Église fut irrémédiablement saccagée. Le trône papal, jadis auréolé de sainteté et de pureté morale, était désormais lié uniquement à la débauche, à l'impudence et à une corruption sans limite. Le premier meurtre retentissant au sein de la famille Borgia se produit dans la nuit du 14 juin 1497 et devient l'un des épisodes les plus mystérieux et sombres de leur histoire. La victime de ce crime est le fils aîné et chéri du pape Alexandre VI, Giovanni Borgia, duc de Gandhi et commandant en chef de l'armée papale. Les événements de cette nuit fatidique débutèrent
de façon tout à fait ordinaire. Giovanni dîna avec son frère César et d'autres membres de la famille dans la maison de sa mère, située non loin du Vatican. Après le dîner, les frères se dispersèrent pour poursuivre leurs occupations, et Giovanni se dirigea vers sa maîtresse. Vers minuit, il quitta sa maison en annonçant qu'il retournerait au Vatican, mais il n'y parvint jamais. Le lendemain, les serviteurs découvrirent le cheval de Giovanni errant librement dans les rues de Rome, tandis qu'il ne parvenait pas à retrouver le duc. Inquiet, Alexandre VI ordonna de lancer des recherches urgentes. Pendant plusieurs jours, ces recherches restèrent vaines, mais finalement, le corps de Giovanni fut extrait du Tibre, près du château Saint-Ange, couvert de profondes blessures par coups. Selon certaines sources, le corps présentait au moins 9 blessures par arme blanche et la gorge avait été tranchée. Les mains de la victime étaient liées dans le dos, tandis que son portefeuille demeurait intact, écartant ainsi l'hypothèse d'un simple vol. Alexandre VI était accablé de chagrin et proclama un deuil officiel, annulant toutes les festivités au Vatican et ordonnant l'organisation d'une cérémonie funéraire solennelle. Le pape s'adressa même aux cardinaux, avouant qu'il voyait la mort de Giovanni comme une punition pour ses péchés, tout en jurant de se venger férocement de l'assassin. Cependant, l'enquête se heurta rapidement à un obstacle. En dépit du grand nombre de témoins, personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Bientôt, de nombreuses rumeurs et théories sur le meurtre commencèrent à circuler. Les soupçons se portèrent d'abord sur le frère de la victime, César Borgia. Les relations entre les frères étaient très tendues, ayant depuis longtemps dégénéré en hostilité ouverte. Giovanni avait toujours été le préféré d'Alexandre. Il avait reçu un titre élevé, le commandement de l'armée, et était le principal héritier des ambitions politiques de son père. César, initialement destiné à une carrière ecclésiastique, enviait secrètement son frère, rêvant de prendre sa place. De nombreux contemporains pensaient que c'était précisément cette jalousie, la lutte pour le pouvoir et la peur d'un rival plus privilégié qui l'avaient poussé à commettre ce fratricide. La situation était compliquée par le fait que César avait à la fois le mobile et les moyens d'organiser le meurtre, puisqu'il contrôlait un réseau de mercenaires et d'espions à Rome et connaissait parfaitement les méthodes pour éliminer les ennemis. De plus, immédiatement après la mort de Giovanni, c'est César qui devint le principal héritier et la main droite de son père. Les contemporains remarquaient que son comportement était étrangement tranquille, et ses réactions ne reflétaient pas la douleur d'un homme ayant perdu un frère. Cependant, César n'était pas le seul suspect. Certains pensaient qu'un mari jaloux ou un parent d'une des nombreuses maîtresses de Giovanni pouvait être impliqué dans le meurtre. D'autres supposaient que le meurtre avait été orchestré par des ennemis politiques de la famille, souhaitant affaiblir les Borgia et porter un coup personnel au pape. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le duc de Gandhi s'était fait de nombreux ennemis parmi la noblesse romaine et les familles influentes, dont les intérêts étaient menacés par son comportement et ses décisions. L'enquête officielle fut rapidement interrompue en toute discrétion, et la mort de Giovanni resta non élucidée, devenant ainsi une source de nombreuses spéculations. Dans les rues de Rome, diverses versions des événements circulaient, mais la grande majorité soutenait tout de même que le meurtrier était César. Les historiens continuent de débattre activement de cette affaire. Beaucoup d'entre eux désignent César comme le principal suspect, invoquant son évident mobile, sa soif de pouvoir et sa notoire cruauté comme preuve
D'autres estiment, cependant, qu'il n'existe pas de preuves directes et que le meurtrier aurait pu être quelqu'un d'autre parmi les nombreux ennemis des Borgia. Autour de la famille Borgia, de nombreuses suspicions et rumeurs circulaient concernant divers meurtres, et celles-ci n'étaient-elles pas toutes fondées sur des inventions ou des calomnies d'envieux. À l'époque d'Alexandre VI, Rome était littéralement saturée par la peur des attentats secrets, et le nom même des Borgia venait à être fermement associé à des meurtres implacables, des empoisonnements et l'élimination de personnes indésirables. La pratique des empoisonnements, en particulier, acquit une notoriété particulière, devenant presque la carte de visite de la famille. On pensait que le pape Alexandre VI et son fils César recouraient activement au service de spécialistes secrets qui leur concoctaient des poisons puissants et pratiquement indétectables. Parmi eux, le cantarella était particulièrement célèbre, un poison sans goût ni odeur, provoquant chez la victime une mort lente et douloureuse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il existait même une armoire séparée au palais apostolique contenant un assortiment de poisons que César Borgia utilisait contre ses concurrents politiques et les riches cardinaux. Le plan le plus cynique et lucratif consistait à éliminer des personnalités ecclésiastiques influentes et riches, suivies de la vente de leurs postes vacants à de nouveaux candidats pour d'énormes sommes. L'exemple le plus marquant était celui du cardinal Giovanni Battista Arsini. Arsini était un ancien et puissant rival des Borgia, dirigeant une grande famille romaine qui s'opposait ouvertement à Alexandre et César. En janvier 1500, le cardinal Arsini fut convié à des négociations au Vatican, où il fut arrêté et emprisonné au château Saint-Ange. Quelques jours plus tard, il décéda subitement. Les contemporains s'accordaient à penser qu'Arsini avait été empoisonné sur ordre des Borgia, et sa place de cardinal fut rapidement vendue pour une somme considérable. Un destin similaire frappa d'autres personnalités ecclésiastiques et laïques influentes. Ainsi, en 1500, le riche et puissant cardinal gentilhomme Ferrari décéda subitement. Lui aussi avait été convié à un dîner au palais papal, après lequel il se sentit soudainement mal et mourut quelques jours plus tard dans d'atroces souffrances. À l'époque, personne ne doutait qu'il s'agissait d'un énième empoisonnement sur ordre des Borgia, et le poste de Ferrari fut rapidement vendu. Une sinistre régularité se dessina à la cour des Borgia. Des cardinaux riches et influents mouraient subitement dans des circonstances mystérieuses, et leur poste était aussitôt attribué à ceux prêts à payer généreusement pour ces places. Les historiens notent qu'au cours des 11 années de règne d'Alexandre VI, la composition du collège des cardinaux avait changé de plus de la moitié. De plus, une part significative de ces changements était liée à des décès soudains et aux ventes subséquentes de postes vacants. Pratiquement chaque année, 1 ou 2 cardinaux influents décédaient, et presque toujours, leurs postes étaient immédiatement occupés par des personnes versant généreusement d'énormes sommes au pape. Cette pratique devint si évidente qu'une peur s'installa parmi les aristocrates romains, et même au sein de l'Église, face aux invitations à des déjeuners et dîners chez le pape ou son fils César. De nombreux invités d'Alexandre VI portaient secrètement des antidotes et prenaient soin d'éviter les aliments et boissons servis directement au palais apostolique. Une autre légende sordide est associée à la fille du pape, Lucrèce Borgia. Les contemporains affirmaient qu'elle possédait une bague creuse avec un compartiment secret dans lequel elle cachait toujours un poison, prête à l'utiliser à la moindre demande de son père ou de son frère.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles Lucrèce pourrait avoir été l'exécutrice secrète des empoisonnements, éliminant les indésirables grâce à un bijou élégant qui, tout en suscitant l'admiration, cachait une menace mortelle. Les historiens abordent cette rumeur avec prudence, reconnaissant que de telles histoires pourraient être des exagérations nourries par la haine envers la famille Borgia. Cependant, ils n'excluent pas que Lucrèce, élevée dans un climat de cynisme et d'impunité, ait pu être au courant de ce qui se passait, bien qu'il n'existe pas de preuves directes de sa participation personnelle. Les contemporains étaient persuadés de l'existence d'un service spécial, organisé par César, chargé de surveiller les victimes potentielles et de planifier leur élimination. Les historiens du Vatican de l'époque décrivaient en détail l'atmosphère de terreur qui régnait à la cour, où personne n'était en sécurité. Les historiens des générations suivantes évaluent différemment le degré d'implication des Borgia dans de tels crimes. Beaucoup reconnaissent que les soupçons étaient fondés, car trop de personnes influentes décédaient subitement, permettant au pape et à son fils d'en tirer un profit considérable. D'autres pensent qu'une part significative de ces accusations a pu être exagérée ou instrumentalisée par des rivaux politiques. Cependant, tous s'accordent à dire qu'à l'époque d'Alexandre VI, le Vatican était effectivement devenu un endroit où la vie d'une personne valait moins que la somme qu'on pouvait obtenir pour un poste vacant. Comme nous l'avons déjà souligné, après le meurtre de Giovanni Borgia, le chemin vers le pouvoir et la gloire était complètement dégagé pour son frère César. Celui-ci, qui n'avait jamais véritablement ambitionné une carrière ecclésiastique, accueillit avec enthousiasme sa décision de quitter l'Église au profit de l'autorité militaire et politique. En août 1498, il renonça officiellement à sa dignité de cardinal, une décision qui provoqua choc et indignation, même parmi les aristocrates romains et les ecclésiastiques habitués à bien des choses. Alexandre VI soutint ardemment cette décision de son fils, y voyant une occasion d'accroître et de renforcer considérablement l'influence de la famille Borgia en Italie. Cependant, le titre de duc de Valentinois que César reçut ne provenait pas de son père, mais du roi de France, Louis XI, allié des Borgia. En échange du soutien du pape dans ses ambitions sur le royaume de Naples, le monarque français accorda à César le titre de duc de Valentinois et lui apporta un soutien militaire pour ses futures conquêtes en Italie centrale. Alexandre VI ratifia officiellement cette initiative et nomma César commandant en chef de l'armée papale, ayant désormais acquis des pouvoirs militaires et illimités. Il se lança immédiatement dans la réalisation de ses grandes ambitions: conquérir et unifier les nombreuses villes disparates des États d'Italie centrale, sous le contrôle exclusif de la famille Borgia. Sa cruauté, son obstination et son mépris absolu pour la vie humaine devinrent rapidement apparents, même selon les normes d'une époque habituée à la violence. L'une des premières villes à subir la férocité de César fut Imola. Il l'occupa en 1499, pratiquement sans résistance, éliminant rapidement les opposants potentiels et établissant un contrôle total. Cependant, le véritable conflit éclata dans la ville voisine de Forlì, dirigée par Caterina Sforza, une comtesse célèbre et déterminée. En décembre 1499, l'armée de César entama le siège de Forlì, qui dura plusieurs semaines. La ville se défendit vaillamment, mais finit par être prise d'assaut. Après la chute de la ville, de violentes exécutions de partisans de Caterina Sforza et de nombreux soldats ayant résisté suivirent.
La comtesse elle-même fut capturée et envoyée à Rome, où elle devint la prisonnière personnelle de César. L'assaut de Faenza, en 151, fut encore plus dramatique. Cette ville, sous le commandement du jeune mais intrépide Astor et Manfredi, tint longtemps bon et résista acharnément au duc de Valentinois. Après un long siège, Faenza finit par capituler, et le jeune Astor fut capturé et emmené à Rome, où il fut bientôt assassiné secrètement sur ordre de César. Par la suite, plusieurs officiers et proches d'Astor, ayant participé à la défense et à la résistance contre les troupes Borgia, furent également exécutés dans la ville. De telles exécutions d'opposants et l'élimination ostentatoire des leaders de la résistance se répétèrent pratiquement dans chaque ville conquise. La réputation de César Borgia devenait de plus en plus sombre. Il ne montrait aucune pitié à l'égard de quiconque osait défier son autorité. Les villes et forteresses, terrorisées par sa cruauté, commencèrent à se rendre volontairement les unes après les autres, redoutant de subir le même sort que Faenza et Forli. Bientôt, le duc de Valentinois contrôlait presque toute la Romagne, devenant le souverain incontesté, inspirant à la fois terreur et respect. Ses actions décisives et cruelles firent de lui l'une des figures les plus puissantes et en même temps les plus controversées d'Italie. C'est précisément son intransigeance, sa rigueur et son sens du politique qui impressionnèrent profondément le penseur florentin Nicolas Machiavel, qui observa personnellement ses actions en tant qu'ambassadeur de Florence à la cour des Borgia. Machiavel voyait en César l'incarnation idéale d'un leader d'État, capable d'utiliser tous les moyens pour parvenir à la stabilité politique et au pouvoir. Plus tard, dans son célèbre traité « Le Prince », Machiavel décrivit justement César Borgia comme un modèle de souverain, impitoyable, cynique, mais efficace, n'hésitant pas à verser le sang si nécessaire pour atteindre ses objectifs politiques. César devint l'homme dont le nom était non seulement associé à la cruauté et à la violence, mais qui incarnait un nouveau type de dirigeant de la Renaissance, implacable et déterminé. Ses méthodes choquaient ses contemporains, mais apportèrent des résultats, le rendant ainsi un leader incontesté. Cependant, les historiens évaluent différemment son rôle et sa personnalité. Certains considèrent César comme un politicien brillant et un chef militaire doué. D'autres le perçoivent comme un aventurier cruel et inhumain, ne connaissant aucune limite dans sa quête de pouvoir. Quoi qu'il en soit, sa campagne sanglante reste dans l'histoire comme un exemple des extrêmes qu'un homme peut atteindre, obsédé par l'idée du pouvoir absolu et prêt à sacrifier des milliers de vies humaines pour l'obtenir. Pendant qu'Alexandre VI œuvrait à renforcer le pouvoir de la famille et à s'enrichir personnellement, et que César étendait le territoire des Borgia par la cruauté et la force, Lucrèce jouait également un rôle tout aussi crucial dans les ambitions politiques et dynastiques de la famille. Sa vie et ses mariages devenèrent des instruments pour tisser des alliances, obtenir des avantages politiques et éliminer des concurrents, le tout accentué par des scandales, des rumeurs et de sombres secrets. Comme nous l'avons déjà souligné, le premier mariage de Lucrèce avec Giovanni Sforza était purement politique. Il perdit rapidement son importance et fut annulé sous un prétexte extrêmement humiliant. Lucrèce, bien qu'elle se conformât à la volonté de son père et de son frère, ressentait une profonde honte et un embarras face à ce scandale public, se voyant comme un pion dans le jeu politique de sa famille. Le deuxième mariage de Lucrèce fut célébré en juillet 1498 avec Alfonso d'Aragon,
duc de Béziers et fils du roi de Naples Alfonso II. Cette union constituait un pas diplomatique important visant à renforcer les relations des Borgia avec le puissant royaume de Naples. Contrairement à son premier mariage, Lucrèce tomba cette fois sincèrement amoureuse de son jeune époux. Leur alliance était marquée par de véritables sentiments et une certaine chaleur. En 1499, le couple eut un fils qu'ils prénommèrent Rodrigo, en hommage au père de Lucrèce. Cependant, le bonheur de la jeune famille fut éphémère. Les ambitions politiques de César firent rapidement d'Alfonso un allié gênant. Le 15 juillet 1500, une audacieuse tentative d'assassinat fut orchestrée contre Alfonso sur les marches de la cathédrale Saint-Pierre. Il subit des blessures graves, mais grâce aux soins demeurés attentifs de Lucrèce, il survécut. Rester à ses côtés devenait une nécessité pour elle, qui craignait pour sa vie et tentait désespérément de le protéger contre d'autres attaques. Néanmoins, un mois après cette première tentative, dans la nuit du 18 août, des assassins pénétrèrent dans sa chambre et étranglèrent Alfonso. Lucrèce était désespérée et profondément bouleversée. Malgré les déclarations officielles indiquant que les coupables n'avaient pas été retrouvés, tout le monde était convaincu que César Borgia avait commandité le meurtre avec l'accord tacite de son père. Après la mort de son époux bien-aimé, Lucrèce sombra dans une profonde dépression et un état émotionnel désastreux. Elle réalisait qu'elle n'était qu'un pion dans le jeu politique de sa famille et que ses sentiments et désirs personnels n'avaient aucune importance face aux enjeux politiques. Toutefois, 2 ans plus tard, elle se remaria. Cette fois-ci, c'était avec Alfonso d'Este, héritier du duché de Ferrare, l'un des États les plus puissants et prospères du nord de l'Italie. Ce 3e mariage de Lucrèce fut minutieusement orchestré par le pape Alexandre et César, qui voyaient dans cette alliance avec la dynastie d'Este une opportunité pour renforcer leur influence politique. Le duc d'Este, père du fiancé, rejeta catégoriquement au départ la proposition des Borgia, craignant que cela ne ternisse la réputation de sa famille, en s'alliant à une femme entourée de rumeurs et de scandales. Cependant, des cadeaux généreux, des pressions et une dot conséquente finirent par l'infléchir, et finalement, il accepta. Lucrèce s'installa à Ferrare, où, malgré les préjugés initiaux de la cour, elle sut s'affirmer comme une dirigeante raffinée et sage, une mécène talentueuse et une protectrice des arts. Son mariage, bien qu'il ne fût pas empreint de grande passion, était respectueux et stable. À Ferrare, Lucrèce donna naissance à plusieurs enfants et réussit finalement à trouver une certaine liberté personnelle et un apaisement, bien que les rumeurs incessantes sur son passé continuèrent de la hanter tout au long de son union. C'est durant cette période que les rumeurs concernant son comportement immoral, ses amants secrets et même des relations incestueuses avec son frère et son père circulaient particulièrement activement. L'une des rumeurs les plus scandaleuses et mystérieuses fut l'histoire de l'apparition du soi-disant bébé romain, le petit Giovanni Borgia. Cette étrange et complexe affaire se produisit peu après l'annulation du premier mariage de Lucrèce et suscita immédiatement un énorme émoi dans la société romaine. Dans un premier temps, l'enfant fut reconnu comme le fils illégitime de César, issu d'une femme inconnue. Dans ce contexte, Lucrèce fut officiellement désignée comme sa tutrice. Cependant, des versions beaucoup plus choquantes sur les origines du bébé commencèrent rapidement à circuler. Certains prétendaient que son véritable père était le pape Alexandre VI lui-même, affirmant que sa mère était Lucrèce. D'autres soutenaient
que l'enfant était le fruit de relations incestueuses entre Lucrèce et son frère. Ces rumeurs prirent une telle ampleur qu'Alexandre VI se vit contraint de faire une déclaration officielle, confirmant que César était le père et désignant Lucrèce comme tutrice et éducatrice du nourrisson. Néanmoins, de nombreux contemporains et certains historiens continuèrent à douter de la véracité de cette version officielle, concluant que la vérité avait été dissimulée pour préserver au moins une partie de la réputation des Borgia. Malgré ces sombres rumeurs et accusations, la plupart des chercheurs contemporains tendant à percevoir Lucrèce davantage comme une victime des intrigues politiques de sa famille que comme une participante active à des crimes et des actes immoraux. Sa réputation fut largement éclipsée par la propagande politique et la haine à l'égard de la famille Borgia. En réalité, elle était une femme cultivée et intelligente, au caractère doux et aspirant à la stabilité ainsi qu'au bonheur familial. Cependant, au-delà des qualités personnelles de Lucrèce, ces mariages avaient une immense portée politique et permirent à la famille Borgia d'accroître considérablement son influence et de solidifier ses alliances avec les grandes familles d'Italie. Toutefois, le prix personnel qu'elle dut payer pour les ambitions politiques de sa famille fut extrêmement élevé. La perte de proches, les meurtres de ses êtres chers et le harcèlement moral constant laissèrent une empreinte indélébile dans sa vie, faisant d'elle l'une des figures les plus controversées et tragiques de la Renaissance. Le début de la fin du règne et des excès de la famille Borgia fut marqué par la mort soudaine du pape Alexandre VI, qui demeure entouré de nombreux mystères, énigmes et rumeurs contradictoires. Les événements ayant conduit à sa mort engendrèrent l'une des légendes les plus célèbres et scandaleuses de la Renaissance, teintée d'une tragique ironie du sort, suggérant que le pape aurait été empoisonné par son propre poison, destiné à ses ennemis. Le soir du 6 août 150, le pape Alexandre VI, accompagné de son fils César, assista à un dîner de gala dans la villa de campagne du cardinal Adrien Costelet. Dès le lendemain matin, Alexandre ressentit un malaise, tandis que l'état de César se détériorait également rapidement. Bientôt, le pape fut contraint de se mettre au lit. Il était assailli par des fièvres intenses et les médecins ne parvenaient qu'un pas à contrôler la maladie qui avançait. Après plusieurs jours d'agonie, le 18 août 150, Alexandre VI décéda à l'âge de 72 ans. César réussit à survivre, mais il endura de longues souffrances et ne se remit jamais complètement de cet événement mystérieux. Pratiquement immédiatement après la mort du pape, des rumeurs commencèrent à circuler rapidement à Rome, affirmant qu'Alexandre et son fils étaient devenus les victimes de leur propre plan machiavélique. Selon cette célèbre légende, le pape Borgia et César avaient pour projet de se débarrasser de plusieurs cardinaux influents en leur proposant un dîner empoisonné. Par un coup du sort ou une erreur du personnel, ils auraient soi-disant eux-mêmes consommé le vin empoisonné destiné à leurs invités. Ce récit s'accordait parfaitement avec la réputation de la famille Borgia, réputée pour son utilisation des poisons afin d'éliminer ses ennemis. Cependant, les historiens abordent cette version avec scepticisme, la considérant davantage comme une belle légende que comme une histoire factuelle. Les chercheurs contemporains tendent à interpréter la mort d'Alexandre VI sous d'autres angles, non liés à l'empoisonnement. L'explication la plus courante évoque la malaria ou une grave infection intestinale qui était très répandue durant la période estivale, surtout dans les zones marécageuses autour des villas de campagne. Cette hypothèse est corroborée par les descriptions médicales des symptômes
laissés par des contemporains. Forte fièvre, vomissements, grande faiblesse et douleurs abdominales. Tous ces éléments correspondent tout à fait à l'évolution typique de telles maladies. Une autre version avance que la mort d'Alexandre pourrait avoir été provoquée par les effets d'une consommation prolongée de divers médicaments et élixirs que le pape prenait pour préserver sa vitalité et sa santé, mais qui auraient pu progressivement empoisonner son organisme. Enfin, il existe une hypothèse selon laquelle Alexandre VI aurait réellement été empoisonné, non pas par son propre poison, mais sur ordre de ses ennemis politiques, désireux de se débarrasser d'un pontife jugé trop puissant et trop dangereux. Parmi les éventuels commanditaires de cet assassinat figurent des cardinaux et des familles aristocratiques, influentes, mécontentes de la politique des Borgia. Toutefois, cette version ne trouve pas non plus de confirmation définitive et reste au stade des suppositions. Quoi qu'il en soit, la mort soudaine d'Alexandre VI provoqua un immense bouleversement à Rome et au-delà. Après son décès, une bataille féroce pour le trône papal éclata. La fragile structure politique établie par la famille Borgia s'effondra immédiatement. La mort du pape Alexandre VI fut le point de départ de la chute de la famille Borgia, jadis toute puissante et influente. Après la mort de son père, César Borgia se retrouva dans une situation extrêmement difficile. Immédiatement après le décès d'Alexandre VI, il entreprit des efforts désespérés pour maintenir le pouvoir et l'influence qui dépendaient entièrement du soutien du pape. Tout d'abord, César ordonna à ses troupes de prendre le contrôle du palais papal et du collège des cardinaux, espérant influencer l'élection d'un nouveau pontife et assurer ainsi la continuité de son propre pouvoir. Cependant, la santé de César se détériora rapidement à cause d'une mystérieuse maladie, le privant de son ancienne énergie et de sa détermination. En conséquence, malgré tous ses efforts, le nouveau pape fut élu, et il s'agissait de l'irréconciliable ennemi des Borgia, Giuliano della Rovere, qui devint le pape Jules II. Cet événement porta un coup fatal aux ambitions de César. Le nouveau pontife exigea immédiatement qu'il renonce au contrôle des territoires papaux et qu'il cède le commandement de l'armée. Ayant perdu le soutien du Vatican, il vit rapidement son autorité sur les terres qu'il avait conquises s'effondrer. Bientôt, plusieurs villes de Romagne, auparavant soumises par la peur et la force, se rebellèrent contre lui et retrouvèrent leur ancienne indépendance. Les anciens alliés se détournèrent rapidement du duc affaibli, ne souhaitant pas s'associer à un homme dont le pouvoir n'était fondé que sur la réputation de son père. César, conscient de sa situation désespérée, se rendit à Naples pour tenter de trouver des alliés et du soutien parmi ses anciennes relations. Cependant, il fut bientôt arrêté sur ordre de Jules II et placé en détention. Il fut d'abord incarcéré à Rome, puis transféré dans un château en Espagne, où il fut maintenu sous une surveillance stricte. Cependant, en 1506, César réussit à s'échapper de sa détention. Pendant un certain temps, il se cacha, essayant de rassembler une nouvelle armée pour recouvrer son pouvoir et son influence perdue. Dans ses efforts pour restaurer son emprise, il forma une alliance avec le roi de Navarre, qui recherchait un chef militaire, expérimenté, et était prêt à soutenir Borgia. César commença alors à participer activement aux campagnes militaires sur le territoire de Navarre. Cependant, en mars 1507, il se retrouva impliqué dans une bataille désespérée et très risquée près de la ville de Viana. Lors de cet affrontement, à la tête de ses hommes,
Il fut encerclé par des ennemis et tué à l'âge de 31 ans. Son corps, laissé sur le champ de bataille, demeura longtemps non identifié. Ce n'était que plus tard que des serviteurs réussirent à reconnaître les restes de l'ancien duc Valentino grâce à ses vêtements riches et à son armure de combat. La mort de César Borgia marqua la fin définitive de l'histoire de la grande et redoutable famille. Avec le décès du dernier représentant puissant de la dynastie, l'ère des Borgia prit fin. Plus jamais les membres de cette lignée n'atteignirent les sommets d'influence et de pouvoir qu'ils avaient connus. Et le nom de Borgia restera à jamais gravé dans l'histoire comme synonyme de débauche, de cruauté, de perfidie et d'une soif de pouvoir sans limite. Quant à Lucrèce, après la mort de son père et de son frère, elle mena une vie relativement paisible et mesurée. En tant que duchesse de Ferrare, elle devint reconnue comme une généreuse mécène des arts et une aristocrate cultivée, soutenant des artistes et des poètes talentueux. Lucrèce décéda en 1119 à l'âge de 39 ans, après avoir souffert d'une grave maladie. Les dernières années de sa vie furent marquées par la tranquillité, le respect et l'honneur, et elle fut sincèrement pleurée par les habitants de Ferrare. L'histoire de cette famille reste aujourd'hui un exemple saisissant de jusqu'où peut aller un homme consumé par l'obsession du pouvoir, et de la rapidité avec laquelle peut survenir la chute même de la dynastie la plus puissante et influente. Ainsi, notre conférence sur la célèbre et scandaleuse famille Borgia arrive à son terme. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer de nouvelles conférences captivantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.